Je suis certain que vous vous posez la question, que vous avez beaucoup lu sur le polyamour. Pour la majorité d'entre vous, j'imagine que vous êtes monogame, et donc vous regardez ça avec un peu de distance, beaucoup de questionnements sans doute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rémi Chapeau-Blanc, qui n'est pas un expert du polyamour, mais qui est un praticien, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'il vit dans une relation polyamoureuse depuis 4 ans. Et donc, on va avoir une conversation autour du polyamour, mais évidemment de la relation amoureuse, de la relation sexuelle, des règles dans le couple, de la jalousie, évidemment, de ce qu'est le polyamour. Donc, je vous laisse avec cette conversation qui me semble, moi, passionnante. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Je suis avec Rémi Chapeau-Blanc. Et Rémi, c'est un bon ami. Et on parle de plein de sujets ensemble. Et entre autres, du polyamour. Puisque Rémi, tu es polyamoureux. Alors, d'un coup, j'ai plusieurs questions. Je pense que... Et tu avais fait le test d'ailleurs sur Instagram. Les gens ont plein de questions sur le sujet. Moi, la première question que je me pose, c'est... Même si on en a déjà discuté ensemble, c'est pourquoi, en fait? Pourquoi choisir cette voie du polyamour par rapport à une voie... plus classique, on va dire, de la relation normale. Je pense que c'est une excellente question et que tout le monde doit se la poser. Ouais. Je vais répondre que pour moi, et ça va être valable pour toutes les questions que tu vas me poser. En aucun cas, ce que je veux dire est universel. C'est une expérience d'un polyamoureux. Et c'est certainement pas quelque chose de général. Moi, pourquoi le polyamour ? Je pense que la raison la plus simple et la plus évidente, c'est que je me sentais pas bien dans ce modèle que tu définis monogame. comme classique, donc un modèle monogame strict. Je précise strict parce qu'en fait, il y a des gens qui sont monogames, mais qui s'autorisent des sorties de leur monogamie, et du coup, je vais les appeler moins stricts. Donc c'est pour ça que je précise souvent monogame strict. Ouais. Et puis comme Esther Perel le dit, on est monogame une personne à la fois. Exactement. Et en fait, moi justement, je crois que j'étais monogame, pas très strict, et qui m'est arrivé de faire des sorties de trajectoire qu'on va appeler de l'adultère, ou enfin on peut appeler ça de plein de manières différentes, et qu'en fait j'étais un monogame triste, je me sentais pas bien dans ce modèle-là. Et du coup, ça m'a poussé à chercher d'autres modèles. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que tout le monde devrait se poser la question. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'en général... et c'est à peu près pareil avec tout ce que la société nous dicte, c'est qu'on ne se repose pas la question. Alors ça soulage quand même les méninges, de ne pas trop se poser de questions, mais j'aime bien l'idée de se dire, est-ce que tu t'es posé au moins la question, et on viendra aussi un peu plus tard dans la conversation autour des règles dans le couple, parce que je pense que c'est un élément qui est essentiel. Et du coup, ce que je me demande, c'est... Est-ce que tu pourrais définir ce que c'est que le polyamour pour toi ? Parce que je pense qu'il y a plein de manières de définir le polyamour aussi. Oui. Alors, déjà, moi, j'emploie le mot polyamoureux dans un sens très générique. Pour moi, il englobe énormément de choses. Il y a des gens qui vont lui donner des sens un peu plus définis, plus stricts. Pour moi, polyamoureux, je le vois tout simplement dans l'inverse de monogame, c'est-à-dire une possibilité d'avoir plusieurs partenaires, voire plusieurs histoires amoureuses. Mais en aucun cas, c'est une obligation. C'est pas parce que je suis polyamoureux que je vais obligatoirement avoir plusieurs partenaires. Et donc, déjà, voilà, ma définition, je l'oppose un peu à monogame, mais après, dans les polyamoureux, il va y avoir plein de, je dirais, sous-catégories. Il y a des couples libres, il y a des polyamoureux, je dirais, stricts dans le sens qui développent plusieurs histoires amoureuses. Parce que qui dit polyamour dit plusieurs amours, et du coup, en fait, c'est pour moi la possibilité, le fait de s'autoriser à déjà avoir plusieurs relations avec plusieurs personnes simultanément, et des relations qui ne seraient pas que sexuelles. Parce qu'il peut y avoir des relations de flirt, de séduction, sexuelle et sentimentale. Et c'est là où c'est important de le noter, parce que justement, il va y avoir certains couples, certains types de relations qui vont s'autoriser, par exemple, du sexe, hors de leur structure de couple, mais pas de sentiments. Alors, bon, ça pose la question de comment on détecte les sentiments, comment on se les interdit, comment on se les autorise. Mais en tout cas, pour moi, polyamoureux, ça regroupe tout ça. C'est s'autoriser la possibilité d'avoir plusieurs relations, qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient de séduction ou de simplement de flirt, en fait. Et toi, du coup, ça fait 4 ans que
tu es dans une relation polyamoureuse. Tout à fait. Stable. Enfin, oui. Ça fait 4 ans que je suis, on va dire, j'appellerais ça dans un couple primaire, dans le sens, ça fait 4 ans que j'ai une relation avec une personne, et que autour de cette relation gravitent de temps en temps d'autres relations. D'accord. Et alors, je pense que la question la plus basique, et en même temps on est obligé de la toucher, c'est la jalousie, évidemment. Je pense que c'est important de la toucher dès le début, comme ça on va la mettre de côté. On va la mettre de côté, parce que je pense pas que ce soit le plus... Enfin, c'est une partie hyper intéressante, mais c'est... C'est ce qui fait le plus peur aux gens. C'est quand je parle de polyamour autour de moi, que ce soit des amis ou des rencontres moi, d'un premier, soir. Oui, c'est la question qui revient très 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 souvent. Soit, pourquoi tu n'es pas jaloux ? Soit, moi je pourrais pas, je suis trop jaloux. Enfin, la question de la jalousie revient très 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 vite. Alors déjà, pour briser la glace, je suis jaloux. Je suis peu jaloux, comparé à énormément de gens, mais il m'arrive d'éprouver de la jalousie, et c'est normal. La jalousie, c'est pas un défaut, c'est un signal d'alerte. Donc en fait, il faut voir la jalousie comme un symptôme d'une peur. C'est ton corps qui te dit « Ouh là là, j'ai peur ». Donc c'est une insécurité. Et elle est intéressante, cette insécurité, parce que en fait, il faut voir ça comme un warning. C'est ton corps qui te dit attention, là, cette situation, je la sens pas. Et ce que je trouve très intéressant dans le concept de la jalousie, c'est qu'étant donné que c'est un signal, on peut aller creuser sur qu'est-ce qui a déclenché ce signal, pourquoi je me sens pas en insécurité, enfin pourquoi je me sens en insécurité, et qu'est-ce qui peut-être pourrait me faire me ressentir en sécurité, sans forcément changer la situation. Je vais prendre un exemple concret, alors sans citer les personnes et sans donner de nom évidemment, mais cet été j'ai été jaloux. Cet été j'ai eu une crise de jalousie. Alors j'aime pas le mot crise parce que ça avait rien de dramatique, mais en tout cas j'ai éprouvé de la jalousie parce que ma copine avec qui je suis depuis 4 ans en relation a entamé une nouvelle relation. Et cette relation en particulier m'a mis dans un sentiment d'insécurité. Et ce qui était intéressant, c'est que je lui ai dit, écoute, voilà, je te le dis, je te le présente. Je ne sais pas encore pourquoi je suis jaloux, mais je le suis. Je vais essayer de travailler dessus, je vais essayer de comprendre, de l'accepter aussi, de dire, déjà le premier fait de dire je suis jaloux débloque énormément de choses, parce que tu acceptes un sentiment qui est difficile à accepter. Et après, ça te permet de creuser et avec tes petits outils, doucement, de chercher en fait qu'est-ce qui te met dans cette situation d'insécurité. Et ce qui m'avait mis dans cette situation d'insécurité, c'est que c'est la première fois où j'expérimentais dans mon couple le fait que ma copine était en train de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Donc, ça m'a mis dans une situation d'insécurité par le simple fait que c'était nouveau. Et mon corps, mon esprit n'étant pas habitué à cette situation, s'est dit « Oh là là, danger !» Et en fait, une fois que j'ai compris ça, je me suis dit « Mais attends, est-ce qu'elle m'aime toujours ?» Après, oui. J'en discutais avec elle. Elle me répond que oui. Elle m'aime encore plus. Parce que je pense qu'on peut effectivement avoir des éléments déclencheurs qui en plus revalorisent le partenaire principal ou l'ancien partenaire et tout ça. Et on peut avoir des regains d'amour suite à des nouvelles relations. Et en fait, je me suis aperçu que la personne en face, qui était donc son nouveau partenaire, en fait, n'était pas du tout un danger pour moi. Au contraire, il m'apportait des nouvelles choses via l'intermédiaire. Comment ça ? En fait, ma copine m'a dit très clairement, en fait, depuis que je vois ce mec, je m'aperçois encore plus de pourquoi je t'aime et quelles sont tes qualités et ce que j'aime chez toi et ce que surtout je n'aimerais pas perdre. Et elle m'a dit d'ailleurs, si jamais à un moment tu te sens trop en insécurité, j'arrête tout de l'autre côté, parce que il me serait impossible d'envisager de te perdre. Et je ne veux surtout pas qu'une relation extérieure puisse mettre en insécurité notre couple. Et du coup, en fait, ça m'a redonné confiance dans notre couple, dans ses sentiments et tout ça. Poum, la jalousie en fait a disparu presque comme une fumée, comme quand c'était arrivé. Parce qu'en fait, mon cerveau a intégré que je n'étais plus en insécurité et que les sentiments qu'elle était en train de développer, le fait qu'elle était en train de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, finalement ne me mettait pas en danger. Et en fait, tout seul, en 2 étapes, la première, accepter que j'étais jaloux, deuxièmement, comprendre pourquoi j'étais jaloux, et je rajouterai une 3e étape, comprendre pourquoi je n'étais pas en danger, a fait que la jalousie, en fait, est partie d'elle-même. Donc voilà, une petite expérience sur la jalousie.
Je suis moins jaloux que la plupart des gens dans le sens où j'ai déjà fait ce travail plusieurs fois et du coup, en fait, ça se désamorce assez vite une fois qu'on a compris le principe. Mais je reste un humain comme les autres et je reste jaloux. La jalousie n'est pas l'ennemi. La jalousie, il faut juste se rappeler que c'est un signal, en fait. Et alors, c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai eu cette discussion avec une polyamoureuse, donc pas en France d'ailleurs, c'était une Suédoise, et qui me disait sex is overrated. Parce qu'en fait, souvent quand on parle de jalousie, on pense évidemment émotion. Alors le sentiment c'est le pire, mais simplement le rapport sexuel, le fait que ta compagne puisse se fasse pénétrer par quelqu'un d'autre ou l'inverse évidemment. Et c'est ça qui souvent est très perturbant. Parce que la séduction, je pense que tout le monde a un préconscience que c'est qu'il y a des jeux de séduction en permanence dans les relations. Par contre, le fait d'avoir une relation sexuelle, et on va essayer de définir ce que c'est qu'une relation sexuelle, justement, ça va être intéressant, c'est ça qui bloque souvent, j'ai l'impression. Ouais, alors je serais un petit peu plus nuancé que toi sur ces propos, parce que pour moi, non, je pense à contrario qu'il y a des gens qui vont être jaloux juste sur du flirt. Oui, je pense que c'est des gens qui sont du coup en grosse insécurité, parce que si du flirt les met en insécurité, il y a, je pense, du boulot à faire, mais ils peuvent le faire. Mais effectivement, là où on se rejoint tous, c'est qu'en général, le fait d'imaginer son ou sa partenaire en train de pénétrer ou d'être pénétré, ou d'avoir une relation sans pénétration, en tout cas d'avoir une relation sexuelle avec un autre partenaire, met énormément de gens dans l'insécurité. Et effectivement, je suis d'accord sur le fait que c'est overrated, parce que qu'est-ce que ça me change en fait ? Qu'est-ce que ça m'enlève que ma ou mon partenaire ait une relation sexuelle avec l'autre ? À partir du moment où cette relation sexuelle, elle ne peut pas l'avoir avec moi, imaginons, je sais pas, je suis en plein rush, je suis en train de bosser chez moi, et ma partenaire ou mon partenaire passe une soirée chez quelqu'un d'autre. De toute façon, moi, je suis en train de bosser. Donc, la relation sexuelle, elle l'aurait pas avec moi. Donc, le fait qu'elle ait une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, bah, en fait, ne m'enlève rien. Et le fait qu'il y ait un pénis ou un vagin dans l'histoire, qu'il y ait une pénétration ou qu'il n'y ait pas de pénétration, ou quel que ce soit, bah, ça ne change rien à l'affaire, en fait. C'est vraiment... Et je dis pas que le sexe est purement physique, mais en tout cas, ce qui va se passer là, c'est physique. Moi, très sincèrement, les rares fois où j'ai été jaloux, c'est sentimentalement. Physiquement, ça ne me change strictement rien et ça ne me fait pas peur que le corps de ma partenaire puisse être touché, apprécié, parfois peut-être pénétré par quelqu'un d'autre. Finalement, physiquement, ça ne change rien pour moi. Et c'est marrant parce que j'avais cette discussion sur le bonheur. Et en fait, il y a une personne qui m'a dit ça et je trouvais ça hyper malin, en me disant, c'est dans le cadre d'une rupture, et qui me disait, mais si l'autre personne est heureuse, ça change rien à ton bonheur à toi, parce que toi, en fait, ton bonheur, c'est la même chose. Enfin, ça n'a pas d'impact que l'autre personne soit heureuse, que tes amis soient heureux, ou que toi, voilà. Ça n'a pas d'impact sur ton bonheur à toi, finalement. Et c'est un peu la même chose, finalement, sauf que là, c'est du sexe, mais on peut c'est assez similaire, quelque part. J'ai l'impression. Ouais. C'est pareil, j'aurais envie de nuancer un peu ce que tu dis. J'aime bien l'idée, mais je le ressens pas exactement de la même manière. Pour moi, le propre de l'empathie, c'est d'être influencé par les sentiments et ce que va ressentir l'autre. Donc en fait, quand l'autre va être heureux ou quand l'autre va être malheureux, par empathie, ça va m'impacter. Je dis pas qu'il faut pas être empathique, mais effectivement, plus moi je suis safe dans ma situation, dans mon bonheur personnel, moins finalement le malheur ou le bonheur de l'autre va impacter sur mon malheur. Et je pense que c'est dans les moments où je vais pas être safe, dans les moments où je vais être malheureux, où là l'empathie va prendre énormément de place et je vais vachement me faire influencer par justement le bonheur ou le malheur de l'autre. Et du coup, cette notion d'empathie, je pense qu'effectivement, plus t'es heureux, je dirais pas que moins t'es empathique, mais moins l'empathie va avoir d'emprise sur toi, sur ton propre bonheur. Et que quelqu'un qui est heureux de manière stable et de manière sincère, finalement, que les autres soient heureux ou malheureux, va, je pense, moins l'impacter. Là où quelqu'un qui est mal dans ses baskets
va être énormément impacté par le bonheur ou le malheur des gens qui l'entourent. Et donc c'est pas du tout un jugement de valeur. Je pense pas du tout que l'empathie soit quelque chose de négatif. Hein. Je suis pas en train de dire ça. Mais je pense que l'empathie va avoir plus ou moins d'impact suivant mon propre état émotionnel. Et que plus je suis bien dans mes baskets et plus je suis safe dans ma relation émotionnelle avec moi-même, moins l'empathie risque en fait de dégrader ou de m'atteindre par débordement des sentiments de l'autre, en fait. Mais là où je voudrais conclure quand même, c'est que moi, il y a rien qui me rend plus heureux que le bonheur de ma partenaire. Et dans ma relation polyamoureuse, quand ma partenaire a passé une excellente soirée avec un homme ou une femme, enfin quelqu'un d'autre, et que le lendemain matin, je la vois et qu'elle est rayonnante et qu'elle me dit « Wow, putain, c'était génial !» Que ça soit en fait qu'elle ait eu une discussion passionnante avec quelqu'un ou qu'elle ait eu du sexe absolument génial, mais elle est rayonnante. Et ça m'atteint et je me dis, mais je suis hyper content pour elle. J'ai vraiment cette empathie dans le sens où le bonheur de ma partenaire me rend encore plus heureux. Et si ce bonheur, elle l'a eu avec quelqu'un d'autre ou avec moi, ça ne change rien. Elle est heureuse. Et je suis content qu'elle soit heureuse, en fait. Et alors, du coup, la question qui me vient naturellement, c'est, en t'écoutant en particulier, c'est quoi l'amour pour toi ? Alors, c'est une question qui est extrêmement difficile. C'est quoi l'amour ? Justement, je pense que pour moi, l'amour peut prendre plein de formes, mais peut-être l'une des formes que j'appellerais les plus nobles, c'est de se réjouir du bonheur de l'autre. C'est-à-dire que finalement, que ça soit de mon fait ou pas de mon fait, si l'autre est heureux et que ça me réjouit, je pense que c'est de l'amour. C'est ce que je pense peut éprouver des parents face à leurs enfants, c'est-à-dire être heureux de les voir grandir, de les voir évoluer, de les voir... partir. Ouais, ça peut être de partir, mais en tout cas, d'être heureux du bonheur de ses enfants, je pense que c'est un amour véritable. Non pas que les autres amours soient pas véritables, mais que c'est un amour... non conditionnel. Voilà, que je qualifierais de noble. Et en fait, pour moi, dans une relation de couple, il peut y avoir cet amour inconditionnel, cet amour que je trouve assez noble, d'être juste heureux par le bonheur de l'autre. Après, il y a d'autres formes d'amour. Il y a l'amour par le manque, il y a l'amour par exemple, moi, je me suis aperçu que quand je débutais une relation avec quelqu'un, au début, j'arrivais pas à qualifier de savoir si j'étais amoureux ou pas. C'était hyper compliqué, cette phase où tu te dis « Ah, je tiens à l'autre, mais est-ce que c'est de l'amour ?» Et en fait, je trouve que le manque est un indicateur qui est assez fiable. Si je vois pas la personne pendant longtemps et qu'elle me manque pas, il y a de fortes chances que je sois pas amoureux de la personne. Par contre, si ça fait une semaine que j'ai pas vu la personne et que je suis là genre « Putain, la personne me manque » et t'as un manque physique qui se crée, je vais commencer à qualifier ça d'amour. Je peux pas répondre avec des termes hyper simples à ta question. Qu'est-ce que c'est l'amour ? Mais pour moi, c'est un mélange de plein de choses et le plus beau des amours, pour moi, c'est d'être heureux du bonheur de l'autre. Et alors, dans la série des questions, c'est quoi pour toi une relation sexuelle ? Parce qu'on parlait tout à l'heure de relation sexuelle. C'est quoi une relation sexuelle ? Alors, c'est marrant que tu me poses cette question. C'est une question que j'adore poser, sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Et régulièrement en soirée, je m'amuse à poser cette question à des amis. Et au début, la réaction des gens est c'est évident. Une relation sexuelle, tout le monde sait, c'est une pénétration. Voilà, une pénétration. On va dire ça comme ça. Je suis pas du tout d'accord avec cette définition, mais je l'accepte. Si c'est la définition des gens, et bien en fait, tu t'aperçois que plus tu avances dans la discussion, plus tu peux poser des cas où tu dis, mais attends, une relation sexuelle, mais ça veut dire pénétration. C'est-à-dire que si tu masturbes la personne, c'est pas une relation sexuelle. Puis là, tu as des gens qui vont commencer à se dire, ah bah si, peut-être, enfin ça peut, enfin pas toujours, enfin. Et tu commences à les mettre dans un embarras de se dire, ah ouais, en fait, c'est peut-être pas juste une pénétration, une relation sexuelle. Parce que déjà, ça voudrait dire que les lesbiennes n'ont pas de relation sexuelle, ce qui me paraîtrait un petit peu problématique de dire ça, parce que évidemment les lesbiennes peuvent avoir des relations sexuelles sans pénétration. Bien sûr. Et plein d'autres gens, pas que les lesbiennes évidemment. D'ailleurs les gays également. Et les gays également. En fait, on se fait une image de la relation sexuelle gay par la pénétration. Alors qu'en fait, pas vraiment. Pas du tout ni obligatoire ni systématique, et qu'il y a certains couples gays qui ne se pénètrent jamais. Et pourtant, ils ont
je l'espère pour eux, des tonnes de relations sexuelles. Et du coup, de par cette... Après, je ne vais pas répondre pour les autres gens, mais moi, j'y ai beaucoup réfléchi. Et pour moi, une relation sexuelle, elle se définit dans l'intention qu'on a. C'est-à-dire que l'intention, je peux aller séduire quelqu'un, je peux flirter. Et puis à un moment, on va se poser la question de la sexualité et de l'orgasme. Et en fait, pour moi, l'orgasme, c'est l'objectif d'une relation sexuelle, c'est de donner un orgasme à l'autre. Ou d'avoir un orgasme soi-même, mais c'est quand même un petit peu plus joli quand on pense à l'autre, et que la relation sexuelle est dans le fait de vouloir donner quelque chose à l'autre, donc lui donner un orgasme. Et en fait, pour moi, c'est ça, avoir une relation sexuelle. C'est la volonté de donner un orgasme à l'autre. Si je masturbe l'autre de manière furtive, sans vouloir lui donner d'orgasme, ça pourrait être de la séduction, ça pourrait être du flirt, ça pourrait être du jeu. Si je masturbe la personne avec la volonté de lui donner un orgasme, mais c'est une relation sexuelle. Et finalement, que mon objectif soit atteint ou non, parce que peut-être que je ne vais pas y arriver, et ben, ça sera quand même une relation sexuelle pour moi. Donc pour moi, la relation sexuelle, elle est dans l'intention qu'on donne à l'acte. Elle n'est pas dans l'acte. Et du coup, ça remue les cartes. On peut se dire, mais attends, dans telle situation, finalement, est-ce que c'était une relation sexuelle ? Et après, il y a aussi la question de... Est-ce que c'était une relation sexuelle ? Est-ce qu'elle est forcément partagée dans le sens de l'intention ? L'acte est évidemment partagé, mais l'intention n'était pas forcément la même pour les deux. Donc ça peut peut-être être une relation sexuelle pour l'un et pas pour l'autre. À voir. C'est hyper intéressant. Et justement, en fait, c'est marrant, dans le dernier bouquin d'Esther Perel que j'ai reçu sur ce podcast, elle pose la question du polyamour. Et ce que je trouve hyper intéressant en t'écoutant, c'est que on voit bien que tu t'es posé la question, enfin beaucoup de questions, beaucoup plus profondément, je pense, que de nombreuses personnes qui sont monogames, qui finalement se posent pas la question, donc du coup c'est là qu'il y a un petit souci. Et ce que j'aime bien aussi dans ce que tu décrivais au tout début, c'est la discussion sur les règles, c'est-à-dire les règles dans un couple, parce que dans un couple monogame, je pense que la règle de base, elle est relativement simple, c'est que il peut potentiellement y avoir tromperie, mais sans vraiment définir ce que c'est qu'une tromperie. Donc, c'est vrai qu'on en discute assez peu parce que c'est des sujets qui sont un peu noirs, ou en tout cas qu'on n'a pas envie d'aborder. C'est hyper tabou, la tromperie. C'est très tabou, exactement. Donc, sans définir ce que c'est que la tromperie, donc, du coup, ça peut porter à des quiproquos potentiellement. Et ce que j'aime bien dans ce que tu décris, c'est justement le fait d'avoir discuté au préalable, et je pense que c'est là où je vais t'emmener, des règles dans le couple. Et même dans un couple polyamoureux, tu as nécessairement des règles finalement. Alors, pour moi, c'est évidemment une évidence, mais tu as raison, il faut peut-être le redire. Un couple polyamoureux, c'est pas un couple anarchique. C'est pas chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Non, bien au contraire. Finalement, on a peut-être redéfini beaucoup plus ces règles que dans un couple monogame classique. J'ai même envie de dire, je vais pousser le concept un peu plus loin, si dans un couple monogame classique, tu commences à redéfinir tes règles et à te dire, attends, qu'est-ce que moi je suis prêt à accepter, qu'est-ce que j'accepte pas ? Est-ce que si mon partenaire embrasse quelqu'un en soirée, est-ce que ça me gêne, est-ce que ça me gêne pas ? Est-ce que je suis OK avec ça, est-ce que je suis pas OK ? Est-ce que j'ai envie de le savoir ou pas le savoir ? En fait, c'est déjà des règles, c'est déjà des questionnements de polyamoureux. Dans le sens où, quand on commence à redéfinir les règles de son couple, eh ben, on commence à jouer en fait avec... on va changer le modèle de son couple. Et en l'adaptant, ce modèle, il va... Alors, je peux pas dire qu'il va glisser vers du polyamour, mais en tout cas, un couple monogame dont on a commencé déjà à redéfinir, à rediscuter les règles de ce qui est OK, de ce qui est pas OK, de ce qu'on s'autorise, de ce qu'on ne s'autorise pas, on est, j'ai envie de dire, vers la voie du polyamour. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va s'autoriser des relations plurielles, mais en tout cas, on va déjà en rediscuter. C'est une forme de maturité, en tout cas. Ouais, à mon avis, tous les couples, quels qu'ils soient, quelle que soit la forme qu'ils ont, devraient rediscuter de ce qui est OK, ce qui n'est pas OK. Si on dit tromper, c'est pas OK, qu'est-ce que tromper ? Si on dit tromper, c'est faire l'amour avec quelqu'un, enfin avoir une relation sexuelle, qu'est-ce qu'une relation sexuelle ? Et en fait, on va redéfinir un vocabulaire pour s'entendre sur des règles. Et autant beaucoup de couples classiques ne rediscutent pas leurs règles parce qu'elles sont comme tacites. On dit, bah oui, mais c'est évident, je sors avec un tel, donc il ne peut pas embrasser une autre personne.
Bah non, en fait, c'est pas si évident que ça. Parce qu'il y a dans certains couples des gens qui vont dire « Oh, je l'ai juste embrassé, je l'ai pas trompé. » Et en fait, là, on commence à se dire « Bah oui, en fait, les règles, il faudrait les redéfinir à chaque fois. » Et ça, je pense que c'est un peu une constante des couples polyamoureux, c'est que les règles sont redéfinies à chaque fois. Parce qu'on ne peut pas commencer un couple libre ou un couple polyamoureux sans redéfinir les règles. C'est techniquement pas possible, il y a trop de possibilités pour qu'on n'en rediscute pas. Et il y a autant de modèles de couples polyamoureux que de couples polyamoureux. C'est un peu ça qui en fait leur intérêt, c'est leur unicité, de dire chaque couple polyamoureux a ça d'en commun, c'est d'avoir remis en question les règles du couple monogame. Alors du coup, est-ce que je peux me permettre de te demander ce que sont les règles dans votre couple ? Oui, alors tu peux te permettre de me poser la question, j'y répondrai avec plaisir, mais je remets un petit warning, attention, ce sont mes règles de mon couple. Bien sûr. À n'appliquer que si vous avez envie, c'est pas ça qui va définir le polyamour. Alors, dans mon couple, avec ma partenaire, depuis 4 ans, déjà, on est sur un modèle où on se dit ce qu'on fait. On ne veut pas de relations cachées. Il y a des couples polyamoureux qui ont défini d'avoir des relations cachées. C'est tout à fait courant, je connais des couples qui fonctionnent sur ce modèle-là, ça fonctionne. Moi, c'est pas ce que je veux, donc moi, je veux être au courant des relations de ma partenaire et que ma partenaire soit en relation de mes couples. Ma partenaire soit en relation de mes autres relations. Voilà. Une autre règle de mon couple, c'est qu'on veut un couple symétrique, dans le sens où ce qu'on s'autorise à soi, on l'autorise à l'autre. C'est pas du tout une obligation, encore une fois, mais nous, c'est une de nos règles. On veut ne pas avoir de rancœur sur le fait de « ouais, mais moi, tu m'autorises ça, je t'autorise pas ça », ou ce genre de choses. On considère qu'on est 2 personnes différentes, mais qu'on a le droit aux mêmes choses. Donc, si, on va dire... je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais... Alors, j'ai pas d'exemple là en tête, mais en tout cas, c'est assez facile à imaginer. Si je demande à ma partenaire d'être honnête avec moi et de me donner toutes ces relations qu'elle a en ce moment, il est évident qu'elle peut attendre la même chose de moi. Une de nos règles qui est très importante à aborder, le fait de se protéger. Une de notre règles de couple, c'est qu'on n'a aucune relation hors de notre couple primaire non protégée, quelle qu'elle soit, quel que soit le partenaire. On a systématiquement nos relations, on va dire, extra-conjugales, si je peux les appeler comme ça, doivent être protégées. C'est pas remettable en question, c'est une question de sécurité, c'est bon pour tout le monde, et c'est immuable. Je dis pas que cette règle pourrait pas un jour être remise en question, parce que, imaginons que ma partenaire commence une relation régulière avec un autre partenaire, et qu'elle me dise bah, « j'ai envie d'arrêter le préservatif », on pourrait en rediscuter. Mais en tout cas, tant qu'il n'y a pas de discussion, c'est une règle immuable. Je cherche les autres règles qu'on s'est données. Jusqu'à présent, c'est marrant, il y a une discussion qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. C'était sur les relations sentimentales. Pendant nos 3 années très paisibles, j'ai envie de dire, on a eu dans nos relations secondaires que des relations sexuelles ou de séduction. Mais en tout cas, pas de sentiments. Et puis, justement, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, période de jalousie, je me suis aperçu que ma copine était en train de tomber amoureuse d'une autre personne. Ça a du coup amené de la jalousie, ça a amené de la discussion, et on s'est dit, ah mais oui, comment on le gère en fait, si l'autre est amoureux? Et en fait, on a du coup modifié nos règles de couple, et on s'est dit, bah oui, en fait, on s'autorise d'avoir des relations donc, polyamoureuses, d'être amoureux de plusieurs personnes en même temps. C'est pas parce qu'avant on se l'autorisait pas tacitement que ça pouvait pas exister, parce que évidemment, tu vas pas me contredire, on ne contrôle pas vraiment ses sentiments. Mais le fait qu'on soit sur le fait accompli nous a obligés à dire ah oui, en fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça que ça provoque, c'est ça qu'on ressent. Et du coup, à remettre les choses sur la table et à dire comment on gère ça. Voilà, j'ai fait, je pense, à peu près le tour de mes règles. Ah oui, si, dernière règle importante, on ne se ment jamais, on ne se cache rien. Cependant, on a tout à fait le droit de ne pas avoir envie de donner les détails de ce qui s'est passé dans une relation secondaire. Et en fait, notre règle là-dessus, c'est que on doit dire à l'autre quand on a des relations,
on n'est pas du tout obligé de lui donner des détails, mais si l'autre a, par raison de propre sécurité, le besoin de savoir, on s'est toujours dit que l'autre pouvait nous poser les questions qu'on voulait et qu'on y répondrait. Mais on n'est pas obligé, en a priori, de donner tous les détails on a fait ça, à telle heure. Non. Telle position. Chacun a le droit de garder son jardin secret. Ce qui s'est passé dans une autre relation appartient à une autre relation. Mais par contre, si pour une question X ou Y, on a besoin de savoir, on peut poser la question et on se doit honnêteté. Et alors j'ai une dernière question, qui est une bonne question de monogame. En tant que créatif, parce que tu es photographe, est-ce que tu ne penses pas que la contrainte est un peu créative, justement ? Est-ce que cette contrainte du couple monogame, c'est pas une manière d'être créatif dans son couple Ça, c'est une bonne question de monogame. Ouais. Alors là, c'est un peu une question piège. Alors, ce qui est sûr, c'est que je pense que la création vient avec la contrainte. S'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de création. Et en fait, je crois même que la création vient de la frustration. Et que, effectivement, tu touches un point, je te l'accorde, c'est que je pense qu'être dans un couple monogame, c'est indéniablement gérer une certaine frustration. Et que cette frustration peut être utilisée de manière créative. Malheureusement, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de couples monogames qui utilisent cette frustration de manière créative, mais je te l'accorde, c'est une hyper bonne source de créativité. Ça ne veut pas dire qu'il n'existera pas de frustration dans un couple polyamoureux. Typiquement, là, je reviens d'Australie, j'ai bossé pendant 1 mois, j'ai pas vu ma copine, j'ai pas vu aucune autre relation, et au bout d'1 mois, je dois avouer que quand je suis rentré, j'étais frustré. Comment je gère cette frustration ? Est-ce que je la gère avec ma copine ? Est-ce que je la gère avec une autre relation secondaire ? Est-ce que je vais séduire, draguer ? Est-ce que je me mets sur Tinder ? Est-ce que je crée des photos ? Et en fait, c'est pas parce que je suis dans un couple polyamoureux que je vais être pas frustré. Je pense que je le suis moins, parce qu'en fait, je vais être honnête avec toi, je déteste la frustration. Je déteste être frustré, et je pense que c'est pas pour rien que je suis photographe et que je suis réalisateur. C'est que la frustration, j'en ai assez vite, et je m'en sers de manière créative, mais c'est vraiment quelque chose que je veux évacuer au plus vite. Et ma structure de couple polyamoureux me permet d'évacuer la frustration, en fait. Mais je trouve que c'est une hyper bonne initiative, en tout cas une question de ta part, de se dire attends, je peux être dans un couple monogame, être frustré et se servir de manière créative de cette frustration, alors soit pour moi, soit pour mon partenaire, soit pour le couple, ou si je suis peintre, de me servir de cette frustration pour créer quelque chose, créer des objets, créer des... Donc... ouais, je pense que tu marques complètement un point. Non, mais cool. Je suis pas un fervent défenseur du polyamour. J'ai trouvé un modèle qui me convenait. Y a plein de gens qui sont, mais alors, 100% adaptés au couple monogame et qui se débrouillent parfaitement bien dans ce modèle. Si je peux me permettre, ce que je reproche parfois au modèle monogame, c'est que ça ne soit pas remis en question. C'est ça. C'est cette sorte d'évidence qui est une fausse évidence. Mais à partir du moment où j'ai en face de moi des gens comme toi qui ont déjà en fait remis en question mentalement, moralement leur construction, et de se dire mais en fait je suis bien dans mon couple monogame et je sais pourquoi et je sais pourquoi ça me convient, moi je dis mais éclate-toi. Heureusement, c'est cool. Merci. Et alors du coup ce podcast, sa dernière question, c'est toujours la même, c'est ce podcast s'appelle Vlan, et donc à quoi tu mettrais, ou tu claquerais la porte, aujourd'hui ? Waouh, à quoi je claquerais la porte ? Je pense que je claquerais la porte justement aux modèles qui nous sont imposés socialement. C'est qu'en fait, je vois beaucoup de gens autour de moi frustrés, justement, dans leur modèle actuel. Ils s'y sentent pas bien. Mais la pression sociale est tellement forte que c'est pas évident de remettre ça en question. Et en fait, moi, j'ai envie de claquer la porte à soi. J'ai envie de dire Vlan sur tous ces modèles un peu préconfigurés qu'on n'a pas l'occasion de remettre en question et que la société nous impose de manière tellement facile et évidente de dire faut que tu sois hétérosexuel, faut que tu sois monogame, faut que tu n'aies pas d'autres partenaires, parce que c'est hyper mal vu d'avoir d'autres partenaires.
Non, pourquoi tout ça? Pourquoi être hétérosexuel? Pourquoi être monogame? Pourquoi ne pas avoir d'autres partenaires? Je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis qu'il faut se poser la question de si ça nous est adapté. Et d'ailleurs, j'avais envie de faire... je vais sortir un petit peu du chemin du polyamour. Vas-y. Je me suis aperçu que dans les polyamoureux, il y avait énormément de bisexuels. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre quand même. Il n'y a pas de raison évidente. Normalement, pourquoi tous les bisexuels de la Terre ne se retrouvent pas dans les polyamoureux? Et en fait, je pense qu'à partir du moment où tu commences à remettre en question tout ça et donc ta sexualité, tu te poses des questions et il y a beaucoup de gens qui vont aller explorer d'autres choses qui ne seraient pas forcément allés explorer en temps normal et que commencer à remettre en question un modèle, c'est aussi remettre en question d'autres modèles. Et du coup, ça ouvre des voies et du coup, je pense qu'on retrouve dans les polyamoureux plus de bisexuels qu'ailleurs parce que c'est des gens qui ont commencé à remettre en question beaucoup d'autres choses en fait, sur leur sexualité et sur leur manière de vivre. Ok, super beau. Merci beaucoup Rémi. Merci à toi Greg. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.